Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir pour les participants de l'Asie. Je me présente Anna Lounouyen, conseillère au protocole du gouvernement du Québec, et je vous souhaite la bienvenue à ce dévoilement de la stratégie territoriale pour l'Indo-Pacifique. Quelques conseils techniques avant de commencer. Si en cours de route vous perdez la connexion, n'hésitez pas à raccrocher et à vous rebrancher sur le lien que vous avez reçu. Si nous perdons votre voix ou votre image pendant plusieurs secondes, je vous demanderai de fermer votre caméra et de poursuivre votre présentation verbalement, ce qui pourrait fonctionner. Dans le cas où le problème persiste, nous passerons à la présentation suivante et nous vous reviendrons par la suite. Vous pouvez poser des questions grâce à l'onglet Q&A dans le bas de Zoom. Nous donnerons toutefois suite à vos questions uniquement à la fin du webinaire. The Q&A button will be useful in case you would like to ask questions to the panelists. We will answer those at the end of the webinar. Un service de traduction simultanée du français vers l'anglais est offert. Il suffit de cliquer sur l'onglet Interprétation au bas de l'écran. The event will be presented in French with simultaneous English translation. Please click on the interpretation icon at the bottom right of the screen. Je cède maintenant la parole à Mme Geneviève Guilbeault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale et ministre des Relations internationales et de la francophonie suppléante, à parler. C'est un plaisir de dévoiler la stratégie territoriale pour l'Indo-Pacifique, une zone en pleine croissance au cœur de la politique et de l'économie mondiale. Il est désormais clair que cette vaste région, de plus en plus interconnectée au reste du monde, s'impose comme le nouvel épicentre économique et politique du 21e siècle. Le Québec n'y est pas étranger et nous avons pu y tisser, depuis l'ouverture de notre première représentation en 1973, de nombreux partenariats politiques, économiques et culturels qui en font aujourd'hui notre deuxième partenaire économique sur la scène internationale. Pour autant, le Québec peut et doit faire plus afin d'y faire rayonner son expertise, son savoir-faire, sa langue et sa culture, et ce, pour profiter pleinement des occasions offertes par l'Indo-Pacifique en tant que moteur de la croissance mondiale et clé de voûte de ses chaînes de valeur. Il s'agit là d'un naturel prolongement du chemin tracé par la Vision internationale du Québec, lancée en 2019, afin d'accentuer notre action internationale sur la diplomatie économique. Sans ignorer nos partenaires historiques, la Vision internationale du Québec cherche à diversifier nos marchés d'exportation afin d'en accroître progressivement le niveau. La relance de l'économie mondiale est désormais bien amorcée et depuis le printemps, le gouvernement du Québec a été proactif afin de bénéficier de ces retombées. En mars dernier, nous avons dévoilé le plan d'action pour la relance des exportations, qui comporte 10 mesures concrètes pour aider nos entreprises québécoises à retrouver leur niveau d'exportation d'avant la pandémie de la COVID-19. En avril, nous avons enchaîné avec le dévoilement de la stratégie de marque pour le Québec à l'international et au Canada. En mai, ma collègue, la ministre Nadine Giraud, lançait notre première stratégie territoriale, celle pour les États-Unis, dont l'objectif est de consolider et d'étendre nos liens économiques et diplomatiques avec notre premier partenaire commercial. Aujourd'hui, ces actions de relance se poursuivent en dévoilant notre stratégie pour l'Indo-Pacifique. Elle se veut réaliste quant aux défis auxquels nous devons faire face, qu'il s'agisse de la distance ou des différences réglementaires, culturelles et linguistiques. Mais en tant que seule nation francophone en Amérique du Nord, nous avons l'habitude de transformer ces défis en atouts qui nous ont chaque fois rendus plus ambitieux. C'est pourquoi cette stratégie est inscrite sous le signe des ambitions pour notre Québec. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la vice-première ministre. J'aimerais maintenant vous présenter la vidéo de notre stratégie.
J'aimerais maintenant vous présenter Madame Sylvie Barcelot, sous-ministre des Relations internationales et de la francophonie, pour son allocution. Merci, Anna. Alors, mesdames, messieurs, ambassadeurs, hauts commissaires, consuls généraux, membres du corps diplomatique, collègues, sous-ministres adjoints, bien sûr, chefs de poste, sur ce vaste territoire indo-pacifique, distingués partenaires et invités, j'oserais dire aussi amis. C'est un grand plaisir d'être avec vous, bien sûr, ce matin ou ce soir, où que vous soyez sur cette belle planète. Donc, au nom de la ministre suppléante, Mme Geneviève Guilbeault, que vous venez de voir, c'est pour vous présenter cette deuxième stratégie territoriale, celle pour l'Indo-Pacifique, une zone qui est en pleine croissance au cœur de la politique et de l'économie mondiale. Je vous offre aussi, je vous donne les salutations de Mme Nadine Giraud, qui, vous savez, est au repos présentement, mais qui nous suit à distance. On l'a vu, les chiffres parlent d'eux-mêmes, puis à chaque fois qu'on voit cette vidéo, on est toujours quand même très impressionné par l'immensité des chiffres. La région Indo-Pacifique constitue bel et bien le moteur économique mondial d'aujourd'hui, et du fait d'une démographie qui est favorable, bien, ça continue et ça continuera de se développer demain et encore, je pense, pour de longues années. Donc, fidèle à notre tradition diplomatique, l'ambition du Québec, c'est donc de prendre sa place en Indo-Pacifique au travers des partenariats bénéfiques qui sont mis en œuvre aussi par nos équipes chevronnées de nos 9 représentations du Québec dans la région, équipes que je salue d'ailleurs. Donc, des équipes mieux formées, mieux outillées que jamais pour accompagner nos entreprises, les artistes, les institutions d'enseignement, les centres de recherche dans leur démarche. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo qui a précédé, les opportunités qu'offre cette région sont nombreuses. Nous en avons toutes les raisons, donc, de se montrer ambitieux, mais il est tout aussi important que cette ambition soit ancrée dans la réalité et dans la complexité, j'ose dire, de cette vaste région, en plus d'être intimement liée aux besoins et plans d'expansion de nos entreprises et nos institutions culturelles, nos institutions de recherche et d'enseignement. Une vaste consultation s'est donc déroulée sur plusieurs mois auprès de nos collègues des ministères sectoriels, des organismes publics, parapublics, organismes de recherche, d'enseignement, que je tiens d'ailleurs à saluer personnellement. Cette stratégie territoriale pour l'Indo-Pacifique, c'est le reflet de ces échanges, des besoins qui ont été exprimés, et sa mise en œuvre va être faite, bien sûr, avec vous dans la continuité. Alors, le résultat, c'est une approche qui se développe sous des angles géographiques et sectoriels, mais avant tout avec agilité. Un mot, je crois, dont on a appris beaucoup dans l'expérience des derniers mois. Nos actions se doivent nécessairement donc d'être différentes au sein des marchés d'ancrage. On pense en Asie de l'Est, où nous bénéficions d'une présence diplomatique historique et où des liens institutionnels ont pu être tissés de longue date. En Inde et en Asie du Sud-Est, comme à Singapour, par exemple, où nous avons des représentants établis depuis plus récemment, les relations, la connaissance du territoire, puis ces opportunités économiques sont encore, à bien des égards, il faut le dire, à développer. L'importance des relations interpersonnelles dans la région Indo-Pacifique requiert aussi, peut-être plus qu'ailleurs, d'assurer une présence essentielle et continue sur le terrain. Cette agilité, ça se traduit aussi par la mise en place d'approches novatrices pour rapprocher le Québec de la région Indo-Pacifique en facilitant notamment les interactions avec les grands groupes asiatiques basés aux États-Unis. Et c'est le sens que l'on veut donner à cette approche, nouvelle approche transpacifique. Agilité, enfin, au travers d'actions en Indo-Pacifique, mais aussi de l'Indo-Pacifique vers le Québec. En effet, notre stratégie entend améliorer la connaissance et la compréhension du public québécois sur cette vaste région, de ces enjeux, de ces opportunités, notamment à travers la création d'une chaire sur les études asiatiques, mais aussi en ciblant des activités au Québec avec les postes diplomatiques des États concernés, dont je salue encore ici les représentants.
Cette approche générale se traduit donc par des actions à la fois ambitieuses, on l'a dit, réalistes, en lien continu avec nos valeurs de promotion des droits de la personne, une constante que l'on a dans notre diplomatie à l'échelle de la planète. La stratégie territoriale pour l'Indo-Pacifique est ainsi organisée sous 5 grands axes d'intervention ainsi qu'un axe transversal, c'est-à-dire la jeunesse, dans le but de cibler nos actions, maximiser les retombées de notre relation avec les pays de cette région. Je vous nomme donc ces 5 grands axes: le commerce extérieur, les investissements, la recherche, l'innovation et la formation, l'économie verte et le développement durable, l'attraction de talents et de la main-d'œuvre et enfin la culture. La priorité va être d'augmenter notre soutien puis notre accompagnement aux entreprises d'exportation québécoises et de stimuler davantage l'attraction d'investissements directs étrangers provenant de cette région et bien sûr, nous faisons ça avec nos partenaires gouvernementaux. Nous tâcherons aussi de bien cibler les grands projets où le savoir-faire, l'expertise de nos entreprises québécoises présentent un avantage comparatif. On va conduire nos interventions dans le secteur à haute valeur ajoutée, notamment l'aérospatiale, la construction, les infrastructures, les industries créatives et les nouvelles technologies qui comptent parmi les forces du Québec. De grands efforts seront aussi déployés pour être plus présents sur le terrain et renforcer notre intelligence d'affaires dans la région. C'est ainsi que nous renforcerons les équipes économiques dans nos représentations de Séoul, Singapour et Hong Kong au sein de territoires qui sont en pleine expansion. Nous accentuerons également l'engagement du Québec en matière d'économie verte, notamment dans les secteurs des technologies propres, de l'énergie renouvelable et de l'électrification des transports. Nous continuerons de promouvoir l'excellence québécoise en recherche, innovation et formation. Vous savez, l'innovation étant considérée comme une clé maîtresse pour accroître la prospérité et la richesse du Québec, tel que le mentionnait d'ailleurs le premier ministre lors du discours d'ouverture le 19 octobre dernier. Enfin, nous travaillerons à faire rayonner le français et la culture québécoise en Indo-Pacifique, notamment en appuyant nos artistes qui s'y produisent, en travaillant de concert avec les différents acteurs de la francophonie internationale, mais aussi en mettant de l'avant la richesse des échanges entre les cultures autochtones du Québec et celles de la région Indo-Pacifique. En terminant, je crois que c'est en unissant nos efforts, en faisant la promotion de nos valeurs et en mobilisant nos meilleures ressources que nous parviendrons à ouvrir de nouveaux marchés pour les entreprises québécoises en Indo-Pacifique. Notre ambition est conséquente et se traduit par un effort budgétaire supplémentaire de 5 millions afin d'occuper toute notre place de manière ciblée, réaliste et de profiter des grandes opportunités qu'offre cette région. C'est donc avec plaisir que je vous invite à rencontrer les principaux acteurs de la stratégie, nos chefs de poste en Indo-Pacifique, qui vous présenteront dans cette courte vidéo les grands secteurs de développement de la région et avec lesquels nous échangerons sur les actions concrètes que nous mettrons en place au cours des prochains mois. Tout ceci animé par Éric Marquis, sous-ministre adjoint, qui a tenu ce projet avec brio. Alors, merci beaucoup et je vous reviens en toute conclusion. Merci, Anna. La région Indo-Pacifique est l'ordre de la plus grande population et la classe moyenne connaissant la plus forte croissance au monde. Le Québec y est très présent avec près du tiers de représentation internationale de son réseau, dont la délégation générale du Québec à Tokyo, ici dans la plus grande métropole au monde depuis près de 50 ans. Annuellement, ce sont plus de 250 entreprises du Québec que nous accompagnons au Japon. Il y a près d'une centaine de filiales japonaises au Québec qui ensemble emploient plus de 8000 personnes. Les entreprises japonaises sont activement à la recherche de partenaires, ce qui en fait des clients de premier choix pour nos entreprises du Québec qui souhaitent diversifier leur marché d'exportation. Les entreprises du Québec peuvent compter sur 2 accords commerciaux dans de nombreux pays de la région Indo-Pacifique. Ces accords permettent d'explorer des marchés dynamiques comme le Japon, Singapour, le Vietnam et la Corée du Sud. Reconnu pour la facilité d'y faire des affaires, Singapour est la porte d'entrée de la région pour tester les produits et présenter l'expertise du Québec en aéronautique ou en mobilité durable notamment. Les représentations du Québec dans la région Indo-Pacifique aident les entreprises à comprendre les différentes cultures
et permettent d'établir des liens durables. Deuxième destination des produits bioalimentaires du Québec, le bassin Indo-Pacifique devrait passer de 40 actuellement à 50 du PIB mondial d'ici 20 ans. La classe moyenne grandissante veut découvrir les saveurs du monde. Le Québec est reconnu pour ses produits distinctifs et de grande qualité. Au-delà des réseaux traditionnels qui ont fait le succès du sirop d'érable, du porc et des canneberges, le cybercommerce s'avère une filière prometteuse. Présent au sein des carrefours du commerce asiatique, les bureaux du Québec sont prêts à vous aider. Les experts du Québec en environnement sont reconnus à Shanghai, 3e place financière de la planète. Ils ont contribué à son verdissement et mené des études sur la rémunération de ses sols. Grâce à l'entente Québec-Shanghai, des millions de visiteurs ont pu voir le Jardin du Québec lors de la 10e exposition florale de Chine. Avec son plus haut taux de croissance sur la planète, l'Inde est en voie de devenir la 3e plus grande puissance mondiale d'ici 2030. Et avec ses 50% de la population ayant moins de 25 ans, l'Inde est le lieu de croissance le plus élevé des startups et des licornes sur la planète. Les besoins de l'Inde sont immenses, en infrastructure, en aérospatiale, en transport, en agriculture, en télémédecine. Bref, un terreau fertile pour nos exportateurs québécois. Alors je vous souhaite la bienvenue en Inde et on s'y retrouve bientôt. La région Indo-Pacifique est un immense bassin de talent. Sa main-d'œuvre qualifiée dans des secteurs de force du Québec est très prisée à l'échelle mondiale. Depuis Hong Kong, nous prospectons la région et nous développons des partenariats afin d'identifier les bassins potentiels, faire connaître les besoins du marché du travail du Québec et prendre part à des initiatives de recrutement. Nous faisons cela pour aider les employeurs et les entreprises du Québec à trouver une main-d'œuvre compétente, notamment francophone et francophile, pour combler leurs besoins et contribuer à leur croissance. Des expériences numériques interactives au centre de formation des pilotes, en passant par les systèmes de transformation de salles et par les spectacles en art de la scène, la créativité et l'innovation québécoise sont bien présentes sur les marchés Indo-Pacifiques. Premier marché de la consommation de la planète, la région est à la recherche de contenus créatifs et culturels et de technologies innovantes. Les équipes sur le territoire sont déterminées à bien positionner le Québec et à stimuler les partenariats. Alors, je vous remercie beaucoup, Madame la sous-ministre, pour votre allocution. J'aimerais maintenant passer à la table ronde pour lesquelles je vous présente nos chefs de poste. Monsieur David Brulotte, délégué général du Québec à Tokyo. Monsieur Francis Paradis, directeur du bureau à Mumbai. Madame Geneviève Roland, directrice du bureau à Séoul. Monsieur René Sylvestre, directeur du bureau à Singapour. Monsieur Gabriel Chartier, directeur du bureau à Hong Kong. Monsieur Francis Gagnon, directeur par intérim du bureau à Beijing, ainsi que Monsieur Michel Constantin, directeur par intérim du bureau à Shanghai. Votre animateur modérateur, Monsieur Éric Marquis, sous-ministre adjoint aux relations bilatérales. Madame la sous-ministre, Mesdames et Messieurs les représentants des corps consulaires et diplomatiques, Mesdames et Messieurs les chefs de poste, chers collègues et partenaires, bonjour à toutes et à tous. Les présentations de la vice-première ministre et de notre sous-ministre l'ont bien démontré. La stratégie Indo-Pacifique arrive à point nommé. Elle s'inscrit dans la continuité de la vision internationale du Québec, dévoilée par la ministre Nadine Giraud en novembre 2019. Mais elle permet aussi de camper et de concrétiser les ambitions et l'action du Québec dans un environnement économique et géopolitique riche en rebondissements, au sein duquel la zone Indo-Pacifique assume une place de plus en plus prépondérante. Le ministère des Relations internationales et de la francophonie prend acte de cette réalité, l'accueille avec enthousiasme et ajuste son action en conséquence. Sans négliger les autres partenaires historiques du Québec, c'est en Indo-Pacifique que se situera une grande partie de la croissance des prochaines années. Mais c'est aussi la région où le Québec est le moins connu et doit donc redoubler d'efforts pour tirer son épingle du jeu dans un contexte très concurrentiel. Si historiquement, la prospérité du Québec dépendait de ses marchés de proximité, sa prospérité future sera aussi tributaire des liens qu'il saura tisser avec la région Indo-Pacifique. Pour ce faire, nos partenaires peuvent compter sur des équipes compétentes et proactives dans notre réseau des 9 représentations du Québec en Asie, mais également au Québec, avec les experts du ministère des Relations internationales et de la francophonie, d'Investissement Québec international et des ministères sectoriels.
Nous avons la chance d'avoir parmi nous aujourd'hui nos chefs de poste asiatiques. Et question d'en apprendre davantage sur la stratégie Indo-Pacifique, c'est avec plaisir que j'interpellerai les chefs de poste maintenant sur les volets de cette stratégie et leur arrimage aux réalités territoriales et aux priorités gouvernementales. Donc, la première question porte sur le concept même de l'appellation Indo-Pacifique pour désigner cette région du monde, qu'on a nommée auparavant Asie-Pacifique ou simplement Asie. Donc, pourquoi cette appellation? Et dans un deuxième temps, comment cette stratégie permet-elle de rejoindre de nouveaux publics? Donc, la question s'adresserait à M. Brulotte, délégué général du Québec à Ottawa. Bonjour à vous tous et merci, M. Marquis, heureux de vous retrouver tous ce matin et ce soir. L'Indo-Pacifique est maintenant le terme qui est le plus couramment utilisé pour désigner cette région du monde, terme utilisé notamment par le Canada, les États-Unis, l'Europe, ainsi que la plupart des pays de la région, incluant évidemment le Japon où je me trouve. Historiquement ancré dans l'Asie de l'Est, le Québec a connu au cours des dernières années un élargissement de son empreinte avec l'ouverture de ses représentations à Mumbai et à Singapour. Et je salue mes deux collègues Francis et René. Et donc, l'appellation Indo-Pacifique nous est apparue comme la plus appropriée afin de rendre compte de l'évolution géographique de notre action dans la région. J'inviterai maintenant M. Chartier à Hong Kong de nous fournir un complément d'information. Merci, M. Marquis. Bonjour, bonsoir à tout le monde. En fait, cette stratégie, elle vise à donner une impulsion nouvelle à la conduite de nos relations en Indo-Pacifique. Pour ce faire, sur le territoire, on compte interpeller l'ensemble de nos contacts, à la fois diplomatiques, économiques et institutionnels. Au Québec, on veut rejoindre et travailler avec les entreprises, les grappes industrielles, les institutions d'enseignement, de recherche, les artistes, bref, l'ensemble de nos partenaires. Et ce qu'on veut leur dire, c'est qu'ils peuvent dès maintenant se tourner vers le gouvernement du Québec pour consolider et développer leurs liens au Japon, en Chine, en Corée du Sud, à Singapour, explorer des nouveaux marchés et des nouvelles opportunités. On est également là pour entamer avec eux des nouveaux projets dans des pays émergents, l'Inde, le Vietnam, l'Indonésie. Et du côté de l'Océanie, on a la volonté de favoriser et accompagner nos entreprises dans l'exploration des possibilités qui s'offrent en Australie et en Nouvelle-Zélande. Merci. On l'a déjà mentionné, l'économie, le commerce et l'investissement occuperont une place de choix dans la stratégie. Donc, ma deuxième question porte évidemment sur cet aspect. Je souhaiterais qu'on puisse nous présenter un état de situation sur qu'est-ce que le Québec exporte le plus dans la zone Indo-Pacifique présentement et surtout, quelles sont les actions prévues pour convaincre les entreprises d'exporter davantage vers ces marchés vastes, mais aussi très diversifiés culturellement. J'interpellerai d'abord M. Gagnon du Bureau du Québec à Beijing. Merci, M. Marquis. Bonjour à tous. Donc, qu'est-ce qu'on exporte le plus dans la région? Actuellement, nos exportations en Indo-Pacifique sont constituées principalement de minéraux et de matières premières, de produits bioalimentaires et des produits et services reliés à l'aéronautique. Notre but est évidemment de diversifier notre offre, surtout dans les domaines à haute valeur ajoutée où le Québec est un chef de file. On pense à l'électrification des transports ou encore les énergies propres, par exemple. Maintenant, comment convaincre les entreprises? Bien, on travaille en concertation avec nos partenaires au Québec et les ministères, que ce soit le ministère de l'Économie et de l'Innovation, Investissement Québec International, le ministère de la Culture et des Communications ou encore le MAPAC, le ministère de l'Agriculture, Pêcherie et Alimentation. L'idée, c'est d'accompagner les entreprises dans leur démarche d'affaires. Donc, on les aide à trouver des débouchés commerciaux et les informer des opportunités dans la région. Très bien, j'inviterai maintenant Mme Roland, directrice du Bureau du Québec à Séoul et qui a également travaillé sur d'autres marchés de l'Indo-Pacifique à compléter le portrait en termes d'opportunités et d'actions. Oui, bonjour. Je compléterai en mentionnant que l'Indo-Pacifique est un très vaste territoire qui a un énorme potentiel et c'est déjà le nouveau centre économique de la planète. Et donc, la croissance et la diversification de nos exportations y passent nécessairement. Mais on est conscient que l'Indo-Pacifique est souvent peu connu et que les entreprises qui y font affaire ont besoin d'un accompagnement personnalisé
souvent plus encore que sur d'autres marchés. Notre stratégie vise donc à la fois à mieux faire connaître le Québec dans la région et aussi à accompagner plus étroitement nos entreprises sur le terrain. Surtout que dans notre partie du monde, les relations sur le plan personnel et institutionnel sont souvent indissociables des relations d'affaires et que les spécificités sont vraiment propres sur chacun des marchés. On ne fait pas des affaires en Inde de la même façon qu'en Corée du Sud, par exemple. Merci. On a vu lors de la présentation de la sous-ministre une diapositive sur l'approche transpacifique, qui est une mesure qui a été évoquée dans la stratégie États-Unis, mais qui maintenant s'affirme pleinement dans la stratégie Indo-Pacifique, l'approche transpacifique. Est-ce que j'inviterais M. Brulotte à Tokyo à nous en parler davantage? Merci, M. Marquis. En fait, cette nouvelle approche permet de capitaliser sur la présence de grands groupes asiatiques qui sont présents dans la Silicon Valley et plus largement dans l'Ouest américain. Donc, nos représentations de Californie, de Singapour, de Séoul et de Tokyo, évidemment, se mobilisent pour développer ensemble des nouvelles occasions d'affaires, notamment en matière d'attraction d'investissements directs étrangers, d'innovation, de capital de risque et d'exportation. À titre indicatif, ce sont plus de 1000 filiales d'entreprises japonaises qui ont présence en Californie, tout comme celles de Singapour et de la Corée du Sud qui ont une empreinte importante dans cette région des États-Unis. Pour les grandes entreprises asiatiques, les sièges sociaux situés en Amérique du Nord sont des centres de décision stratégiques, notamment pour tout ce qui concerne les investissements dans la région nord-américaine pour des nouvelles opérations ou également les réinvestissements dans leurs infrastructures existantes. Par ailleurs, en termes d'exportation, cette approche a pour objectif de faciliter la prise de contact entre les entreprises québécoises et les entreprises asiatiques qui ont des filiales en Amérique du Nord, notamment lors d'événements d'affaires dans l'Ouest américain, afin de mieux préparer les exportateurs québécois à pénétrer les marchés de l'Indo-Pacifique. Peut-être, M. Brulotte, en complément d'information, vous venez justement d'effectuer une mission qui est exploratoire sur le marché américain pour concrétiser l'approche transpacifique. Pouvez-vous nous en dire un mot? Absolument. En effet, j'ai eu l'occasion, il y a quelques semaines, d'aller à la rencontre d'environ 25 entreprises et partenaires japonais dans le sud et dans l'ouest des États-Unis, en compagnie de Shin Gao, notre délégué du Québec à Houston, et Philippe Huneau, notre délégué général du Québec à Los Angeles. Madame Barcelot, notre sous-ministre, faisait référence. Cette nouvelle approche prend toute son importance, particulièrement dans un contexte de pandémie qui rend les déplacements vers la région Indo-Pacifique plus complexes. Cela offre donc une porte d'entrée rapide, immédiate vers des opportunités qu'offre la région Indo-Pacifique directement dans notre environnement nord-américain immédiat. Nous voyons donc des retombées rapides et concrètes qui débuteront lors de missions en début 2022, autant aux États-Unis avec des exportateurs du Québec, ainsi qu'au Québec avec des acheteurs et des partenaires d'Asie qui sont basés en Amérique du Nord. C'est donc une nouvelle façon de travailler qui s'additionne très bien à nos actions de diplomatie économique traditionnelles et une nouvelle façon surtout de maximiser toute la force tout à fait unique du réseau dont le Québec dispose avec des équipes évidemment au Québec, au Canada et à travers ces 33 représentations un peu partout à travers le monde. Merci. Évidemment, lorsque la sous-ministre a présenté les grands axes de cette stratégie, les grandes orientations, certaines sont économiques, certaines relèvent davantage de notre action politique et institutionnelle qui demeure très, très importante. Et donc, à cet égard, ma question s'adresse à M. Paradis, à Mumbai. Pourriez-vous nous en dire davantage sur les orientations de la stratégie en matière institutionnelle, particulièrement en ce qui concerne les relations politiques, culturelles et éducatives? Merci, M. Marquis. Dans la région Indo-Pacifique, l'appui du gouvernement du Québec est primordial pour gagner et maintenir la confiance de nos partenaires. La stratégie territoriale pour l'Indo-Pacifique prévoit ainsi plusieurs mesures visant à accroître la notoriété du Québec sur le territoire. Assurer une participation à haut niveau lors des missions ministérielles et renforcer les liens avec les grands donneurs d'ordre de la région sont des exemples. Notre ministère souhaite également développer une intelligence d'affaires, non seulement dans le secteur commercial, mais également en éducation et en culture.
Cela nous permettra également de développer des outils qui favorisent le partage de l'information pertinente entre les spécialistes et les intervenants de l'ensemble des ministères et des organismes concernés par l'action internationale. La diplomatie d'influence, dont le Québec est en tête parmi les États fédérés actifs sur la scène internationale, mise sur le développement de relations de confiance et l'utilisation de nos réseaux à l'étranger afin de promouvoir et de défendre les différents intérêts du Québec sur la scène internationale. Nos avancées en la matière peuvent servir d'assises pour bâtir notre diplomatie économique. Tout en intensifiant les efforts sur le commerce et l'attraction d'investissements, notre ministère continuera de promouvoir la spécificité et les différents intérêts du Québec dans la région Indo-Pacifique. Nous souhaitons également positionner le Québec au sein des grands réseaux de recherche sur le territoire et même étendre le programme de scientifiques en résidence à Tokyo et Séoul en collaboration avec le Fonds de recherche du Québec. Nous continuerons par ailleurs à promouvoir auprès des partenaires de la région le savoir-faire unique du Québec dans les domaines de l'économie verte et de la lutte contre les changements climatiques et à faire rayonner son engagement en matière de promotion et de protection des droits de la personne. Nous souhaitons également mettre à profit nos liens au sein de la francophonie internationale afin de mettre en valeur les contenus audiovisuels et le matériel éducatif francophone québécois. À titre d'exemple, c'est le sens de notre action avec l'État du Maharashtra en Inde, avec lequel nous avons conclu une entente de coopération multisectorielle en 2018 qui a permis d'officialiser nos relations institutionnelles. Cette entente est le véhicule par lequel nous pouvons aisément agir en termes de collaboration universitaire, mais aussi pour la promotion du français, qui connaît un regain d'intérêt en Inde, mais aussi dans le domaine de la lutte contre les changements climatiques à travers notre participation au groupe d'experts en charge de la gestion de l'eau de l'État et celui des droits de la personne à travers notre appui à la communauté LGBTQ locale. Ces différents partenariats nous amènent à créer de nombreux liens au sein des sphères institutionnelles et de la société civile qui sont par la suite mobilisables afin de mieux accompagner nos entreprises sur place. Merci pour le tour d'horizon, M. Paradis. La question suivante, on a parlé de nouveaux marchés, évidemment. Ma question s'adresse à M. Sylvestre. Peut-être nous dresser un portrait des marchés émergents qui attirent plus spécifiquement notre attention, tant comme directeur du bureau à Singapour que pour l'ensemble de l'action économique du Québec dans la zone Indo-Pacifique. Merci, M. Marquis. Bonjour à tous. Et on pourrait mentionner trois exemples qui nous intéressent plus particulièrement. Premièrement, le Vietnam. Nous avons une longue relation, ancienne relation avec le Vietnam et dans plusieurs domaines, notamment la francophonie économique, mais nous avons aussi des ententes en coopération et en éducation. Et je dois dire, le Vietnam connaît une croissance très importante depuis plusieurs années et devient un joueur important en Asie du Sud-Est. Et ça suscite beaucoup d'intérêt de la part de plus en plus d'intérêt de la part de nos entreprises. D'ailleurs, dernièrement, nous avons organisé une activité de concert avec l'ambassade du Vietnam au Canada et Investissement Québec International dans le domaine de l'énergie. Et ça a connu quand même un très bon succès. Et je dirais, en terminant sur le Vietnam, le Québec se pose depuis de nombreuses années comment augmenter la présence du Québec dans ce pays-là. Et je dirais que la situation, le contexte post-pandémique devrait offrir une occasion de réaliser ce projet. Autre exemple, en Océanie, l'Australie, Nouvelle-Zélande, deux pays qui intéressent beaucoup nos entreprises. Je dirais, premièrement, ces deux pays qui sont membres d'un accord de libre-échange, l'accord de libre-échange sur le partenariat transpacifique global et progressiste, le PTPGP. Juste à titre d'exemple, l'Australie, on exporte en Australie, bon an, mal an, près de 500 millions de produits, donc c'est quand même important. Et je dirais, il y a des secteurs aussi qui sont aussi d'intérêt pour nous. Les infrastructures, je dirais les ressources naturelles, ensuite il y a les sciences de la vie, industrie créative, etc. Donc, c'est des marchés qui méritent d'être explorés parce qu'on est plus ou moins présent là-bas.
Et je vous dirais qu'il y a quand même des organisations qui commencent aussi à s'y intéresser du Québec. La Caisse de dépôt a un bureau depuis 2015 en Australie et il a investi dans des projets en infrastructure électricité. Dernier exemple que je vous donnerai encore en Asie du Sud-Est, l'Indonésie, grand pays, population de presque 270 millions d'habitants, une croissance de la classe moyenne et aussi une jeunesse dynamique. Et ça fait en sorte qu'il y a beaucoup d'occasions, notamment dans l'industrie créative, pour nos entreprises du Québec. D'ailleurs, depuis quelque temps, nous avons travaillé avec le gouvernement d'Indonésie sur un groupe de travail qui ciblait notamment l'industrie créative afin d'échanger et puis de présenter l'expertise du Québec dans ce grand pays d'Asie du Sud-Est, qui est la première économie, en fait, en Asie du Sud-Est. Et autre signe d'intérêt, je dirais, le Québec, on entend bien s'impliquer dans et participer activement. Comme vous le savez, le Canada a initié des négociations de libre-échange avec l'Indonésie, mais aussi avec l'Asie du Sud-Est dans son ensemble. Donc, ça augure bien là, dans la région pour des nouvelles occasions d'affaires pour nos entreprises. Merci, M. Sylvestre. Ma prochaine question s'adresse à M. Constantin et va porter sur les relations avec la Chine. Donc, qu'en est-il de votre réflexion sur les relations Québec-Chine, évidemment dans le contexte actuel, mais aussi dans le contexte du lancement de la nouvelle stratégie Indo-Pacifique? Monsieur Constantin, votre micro, s'il vous plaît. Je suis désolé. Monsieur le sous-ministre adjoint, dans ses relations avec la Chine, le Québec adopte une position équilibrée et constructive. Il maintient les canaux ouverts. Ça a été mentionné, la Chine est après tout le deuxième partenaire économique du Québec après les États-Unis. Dans le cadre de la relance économique du Québec, nous devons cibler certaines régions chinoises stratégiques, à commencer par Shanghai et le Shandong. Nos rapports sont bien ancrés avec ces territoires, notamment grâce à des ententes de coopération multisectorielles. Nous prioriserons aussi certains secteurs clés, comme les industries créatives, le commerce de détail ou la lutte contre les changements climatiques. Une stratégie avisée à l'égard de la Chine passe d'abord par une approche réfléchie à l'égard de l'ensemble de la région Indo-Pacifique. Le développement durable fait d'ailleurs partie intégrante des axes de cette stratégie. Le Québec entend aussi promouvoir les droits de la personne dans le cadre d'ententes de coopération ou d'entretiens bilatéraux. Il veille également aux intérêts de ses ressortissants, des entreprises et des institutions québécoises partout sur la planète. Dans votre réponse, vous avez notamment mentionné l'enjeu du développement durable et de la lutte au changement climatique qui, clairement, occupe une place très importante pour notre action dans l'ensemble de la région. Et l'Indo-Pacifique, on le sait, va être un acteur décisif dans le succès ou l'échec de nos ambitions globales sur cette préoccupation qui est planétaire. Donc, sur l'aspect du développement durable, comment comptez-vous être en mesure de discuter de partenariats et d'initiatives dans la lutte contre les changements climatiques avec les pays de la région Indo-Pacifique? Vous l'avez mentionné, la mobilisation des pays du bassin Indo-Pacifique est absolument nécessaire pour atteindre les objectifs mondiaux en matière de lutte contre les changements climatiques. La stratégie territoriale pour l'Indo-Pacifique vise particulièrement à renforcer les relations avec les gouvernements locaux de régions ciblées, considérant nos intérêts mutuels, mais aussi l'expertise québécoise en matière d'économie verte. Par exemple, le Québec est déjà actif en matière de gestion de l'eau au Maharashtra, ça a été mentionné, en Inde, mais également en matière de rémédiation, de décontamination des sols à Shanghai. En complément,
Le Japon est un joueur important en matière d'hydrogène vert et d'électrification des transports, secteur prioritaire pour le Québec. Et nous désirons poursuivre les échanges afin de concrétiser des partenariats mutuellement bénéfiques. Merci. D'ailleurs, en ce qui concerne le Japon, ce sont des enjeux que l'ambassadeur du Japon a pu discuter avec notre gouvernement et le premier ministre lors de son passage à Québec cette semaine. Ma prochaine question porte sur on a parlé évidemment, l'Asie est un marché, l'Indo-Pacifique est un marché rempli d'opportunités pour lequel on est peut-être un peu méconnu par rapport à d'autres puissances qui sont actives dans la région. Donc, j'aimerais peut-être vous entendre, Mme Roland, sur les actions concrètes qui sont réalisées sur le terrain en Indo-Pacifique, mais également ici au Québec, dans le développement d'une intelligence d'affaires et notamment l'appui à la création d'une chaire sur les études asiatiques. Donc, Mme Roland, que pourriez-vous peut-être élaborer sur ce qui sous-tend ces orientations et les actions qui vont en découler? Oui, merci, M. Marquis. Donc, on l'a dit, faire affaire dans la région peut parfois faire peur. Il y a la distance que l'approche transpacifique vise à atténuer, mais il y a aussi les différences culturelles et linguistiques et la grande diversité des marchés qui s'y trouvent. Mais pourtant, avec les grands accords commerciaux comme le PTPGP et l'accord de libre-échange Canada-Corée, et peut-être prochainement avec un accord Canada-Indonésie, ces marchés ne sont pas moins accessibles que d'autres régions du monde, même au contraire. Mais au cours de l'élaboration, des consultations en fait pour l'élaboration de la stratégie, on s'est rendu compte que la zone était souvent encore peu connue, aussi bien des acteurs économiques que du grand public en général au Québec. On souhaite donc démystifier le territoire en soutenant le développement au Québec des connaissances de ses spécificités, aussi bien politiques, économiques et culturelles. Merci. Oui, je rajouterais... à compléter. Merci. Oui, je rajouterais aussi que, sans nier que le marché est parfois complexe, on souhaite développer au Québec une connaissance qui serait à la fois ciblée sur les spécificités de nos entreprises, mais aussi une connaissance développée à travers une expertise académique proprement québécoise. C'est pourquoi la stratégie prévoit mener plusieurs études de marché pour augmenter notre intelligence d'affaires en ciblant l'adéquation entre les opportunités présentes en Indo-Pacifique, les secteurs de force de l'économie québécoise, mais aussi au sein des domaines comme la culture et l'éducation, qui au Québec ont une place et une spécificité qui leur est propre au pays. C'est aussi ce qui sous-tend que le ministère appuiera la création d'une chaire sur les études asiatiques, à même de pouvoir augmenter notre expertise sur cette région, cruciale pour la politique et l'économie mondiale, mais de la rendre accessible à un plus large public. Également, assurer une relève spécialisée sur la région, c'est très important, puis la relève ici même au Québec. Merci. Et un des 5 piliers de la stratégie est celui de la culture, qui est un domaine dans lequel, c'est peut-être un peu contre-intuitif avec les barrières linguistiques, mais c'est un domaine dans lequel le Québec se distingue particulièrement bien. Et donc, j'inviterai Mme Roland à nous parler un peu des actions qui sont prévues afin de renforcer notre action culturelle, de bien la promouvoir et de bâtir sur les résultats déjà obtenus et de la faire rayonner encore davantage. Eh bien, le Québec est évidemment moins connu en Asie qu'aux États-Unis ou qu'en Europe, mais il est loin d'être inconnu. Par exemple, la télésérie coréenne Gobelin a fait connaître la ville de Québec dans toute la région et a vraiment entraîné un lot important de touristes asiatiques au Québec. Je pense aussi à des artistes québécois comme Xavier Dolan ou Steve Arakat qui est en tournée en Corée cette semaine. Il y a des entreprises comme le Cirque du Soleil ou Moment Factory qui a tout récemment participé à la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Tokyo. Ce sont des exemples d'acteurs qui contribuent au rayonnement dans la région, du talent et de l'expertise québécois dans le domaine culturel. Compte tenu de la grandeur de la région, il ne s'agit pas de disperser, mais vraiment bien de cibler nos actions en matière culturelle.
On veut maximiser la participation québécoise aux événements culturels majeurs, à ceux qui offrent une visibilité qui peut toucher plusieurs territoires et aussi rattacher certaines initiatives à l'approche transpacifique. J'ai mentionné la série Gobelins. On connaît maintenant tous le rayonnement des productions télévisuelles coréennes à travers le monde. Mais il ne faut pas oublier que l'Inde est la deuxième industrie cinématographique mondiale et que l'Indonésie est le troisième marché en termes d'industrie créative en général. Le Québec a certainement une carte à jouer au sein de ces productions et on compte vraiment tisser des liens encore plus étroits avec les différentes associations et les acteurs culturels qui sont concernés. Merci, Mme Hollande. J'inviterai M. Chartier à compléter le portrait, notamment avec nos partenaires institutionnels. Oui, effectivement. Alors, c'est ça. La volonté, c'est d'accroître les partenariats entre les organismes culturels québécois et leurs homologues en Indo-Pacifique. Pour ça, on va travailler avec le Conseil des arts et des lettres du Québec, mais aussi pour faire connaître le Québec, l'Association internationale des études québécoises. En ce qui concerne le français, on peut dire que son apprentissage connaît un engouement. Mon collègue Francis Paradis l'a mentionné en Inde, mais également en Chine. Alors, pour soutenir cet intérêt, ce qu'on veut faire, c'est vraiment renforcer les liens avec la francophonie internationale pour mettre en valeur les contenus québécois dans une chaîne comme TV5 Monde, mais aussi pour rendre plus facilement accessibles les contenus éducatifs québécois au sein des départements de français des universités de la région. D'ailleurs, plusieurs universités comptent des professeurs qui font du Québec leur objet d'étude et certaines même abritent des centres et ou des unités de recherche qui sont dédiées au Québec. Toujours pour le français, je veux réitérer notre intention de consolider les collaborations qu'on entretient avec des organismes comme les Alliances françaises pour promouvoir à la fois l'apprentissage du français sur le territoire, mais aussi la diffusion culturelle francophone. Merci beaucoup, M. Chartier, et merci à l'ensemble des chefs de poste pour ces réponses qui sont très éclairantes et qui constituent, selon moi, un véritable appel à l'action. Au total, le Québec entend investir près de 5 millions de dollars additionnels pour consolider et accroître sa capacité d'action en Indo-Pacifique. Il s'agit d'un engagement significatif et qui prend en compte l'importance accrue de cette vaste région dans la géopolitique mondiale et l'économie mondiale, et ce, pour assurer la prospérité du Québec dans son ensemble. Avant de céder la parole à notre sous-ministre, j'aimerais profiter de l'occasion pour remercier l'équipe qui a travaillé à l'élaboration et aux consultations entourant cette stratégie, c'est-à-dire au premier chef l'équipe de la direction Asie-Pacifique et de notre ministère avec la directrice Mme Anne Toussaint, et ainsi à différentes étapes des professionnels Mathieu Parenteau, ensuite Jean-Philippe Dequin et Josiane Labrie, qui ont vraiment piloté ce projet de main de maître, et je tiens à les en remercier et à les en féliciter. Madame Barcelot, la parole est à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci, Éric, pour cette période d'échange. Merci, Geneviève, David, Francis. Je viens de réaliser qu'on en a deux. En tout cas, on a souvent des doublons d'ailleurs. Francis, les deux Francis, René, Gabriel, merci. Puis je me joins aussi à toi pour remercier l'équipe derrière tout ça, petite équipe, mais qui a bien fait son travail. En tout cas, j'espère que c'est ce que vous apprécierez. Puis, c'est un tour d'horizon qu'on a fait sur nos ambitions sur cette vaste région. Je pense qu'on l'a répété à quelques reprises. Puis, vous l'avez constaté, c'est non seulement une région déterminante pour l'avenir du Québec, mais qui recèle aussi de grandes possibilités, que ce soit en termes d'innovation, de recherche-développement, sources d'investissement, mais surtout des opportunités pour nos entreprises au travers de partenariats qu'on veut mutuellement bénéfiques, bien sûr, entre le Québec et les divers pays de cette région. Vous avez donc, dès à présent, vous pouvez
vous appuyer, comme vous l'avez fait déjà par le passé. Ça ne commence pas aujourd'hui, ça se continue avec encore plus d'emphase. Vous appuyez donc sur l'expertise de nos représentations en Indo-Pacifique, mais aussi au sein des équipes de notre ministère, puis la direction Asie-Pacifique. C'est donc avec un grand enthousiasme, puis une forte ambition, il faut le dire, que nous avons dévoilé aujourd'hui cette nouvelle stratégie pour l'Indo-Pacifique que je vous invite à consulter en détail sur la page web qui est dédiée sur le site du ministère, puis bien entendu, partager le plus largement possible et je vous invite aussi, si vous avez des explications supplémentaires souhaitées, bien, vous communiquez avec nous, ça va nous faire plaisir d'échanger. Je m'en voudrais de ne pas finir puisque nous sommes en décembre et puis qu'à Québec, il y a déjà pas mal de neige, de vous souhaiter un bon temps des fêtes, que je vous souhaite heureux, sécuritaire et profitez-en bien dans les règles sanitaires qui seront présentes avec vos proches. Alors, merci à tout le monde. Merci de votre attention. Merci de votre grande participation. Nous l'apprécions beaucoup et on souhaite de pouvoir en discuter avec vous au cours des prochaines semaines, prochains mois, non seulement en discuter, mais aussi agir avec vous. Alors, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la sous-ministre. Merci beaucoup, Monsieur le sous-ministre adjoint, Messieurs, Mesdames les chefs de poste pour cette table ronde. J'aimerais vous inviter à prendre quelques instants à compléter le sondage grâce au lien qui apparaît dans le fil de discussion, le chat. Et de plus, pour plus d'informations sur la stratégie Indo-Pacifique telle que le mentionnait Madame la sous-ministre, vous pouvez consulter le lien toujours disponible dans le fil de discussion. Pour ceux et celles qui auront posé une question dans le Q&A, recevront prochainement un courriel avec une réponse à la dite question. J'aimerais remercier tous les spectateurs, les dignitaires surtout qui étaient présents à ce dévoilement de la stratégie territoriale de l'Indo-Pacifique et je vous dis à la prochaine.